Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Dans ma dernière vidéo sur Donald Trump, j'ai expliqué que les gens qui avaient été élevés dans l'abondance avaient intérêt à inverser les valeurs normales pour pouvoir gaspiller de la richesse sans jamais ressentir aucun remords de conscience. Quand je dis ça, il y a toujours des gens qui me demandent « Mais qu'est-ce que c'est que ça, des valeurs normales? » Eh bien, les valeurs normales, c'est des valeurs comme la famille, l'économie ou l'acharnement au travail qui permettent de toujours produire plus qu'on consomme dans un univers qui, lui, travaille à tout détruire. Parce que voyez-vous, dans notre univers, tout rouille, tout pourrit et tout se détériore sans qu'on ait rien à faire. Et c'est pour compenser ces pertes-là, qui sont naturelles, que les êtres vivants sont obligés de continuellement produire des surplus. Si toutes nos familles, la mienne comme les vôtres, ont pu survivre pendant 4 milliards d'années, c'est parce que l'évolution a donné à nos ancêtres tout ce qu'il leur fallait pour éloigner le danger et surtout pour accumuler toutes sortes de petits profits. Comme le but était de durer et qu'il fallait se protéger contre des dangers, des prédateurs qui étaient très proches, l'évolution a commencé par donner à nos ancêtres un cerveau primitif qui utilisait pour se défendre des émotions extrêmement puissantes comme la peur, la haine, la colère ou la jalousie. Et en plus de ça, il y avait tout un mécanisme de plaisir et de douleur qui récompensait nos ancêtres quand ils réussissaient à améliorer leur sort et qui les punissait quand ils échouaient. Enfin, enveloppant tout ça, il y a notre néocortex qui est apparu en dernier et qui produit la pensée pure. Notre néocortex utilise très peu les émotions. Il sert à réfléchir dans le calme pour créer et développer des outils artificiels qui nous permettent d'augmenter énormément nos chances de survie à long terme. C'est notre néocortex qui a fait de nous les maîtres du monde. Bien sûr, quand nos ancêtres préhistoriques ont commencé leur carrière de penseurs, c'était de purs ignorants qui n'avaient aucune idée que notre univers obéissait à des lois. Bien sûr, ils voyaient que la lune, le soleil, les étoiles revenaient régulièrement, de même que les saisons ou les troupeaux d'animaux sauvages qu'ils chassaient. Mais pour le reste, ils pensaient que le reste du monde était complètement désordonné. Plus le temps passait cependant et plus les civilisations se développaient et plus nos ancêtres se rendaient compte qu'il semblait exister des rythmes et des symétries dans notre univers. Ce sont les Grecs qui ont montré que c'était vraiment le cas et qu'on pouvait prouver, avec des théorèmes, avec des raisonnements rigoureux, que notre univers avait vraiment un ordre et des lois auxquelles tout était soumis. La science venait de naître. On peut montrer, avec un exemple assez simple, comment les Grecs ont procédé pour en arriver à faire une découverte aussi révolutionnaire. Si vous prenez 7 objets de même nature, qui sont ronds et qui ont la même taille, c'est-à-dire des pièces de monnaie, des chocolats, des Smarties ou n'importe quoi d'autre, et que vous les regroupez de la façon la plus compacte possible, vous allez découvrir que ça forme toujours un hexagone, et ça, même quel que soit le type ou la taille des objets que vous aurez choisis. Ce simple fait montre qu'il y a ici une loi géométrique universelle qui est à l'œuvre, et c'est précisément en faisant ce genre de constatation que les Grecs ont essayé de le prouver et qu'ils ont réussi. En utilisant le même procédé, dans tous les domaines possibles et imaginables, les Grecs ont fini par démontrer que la vérité est une, qu'elle est compréhensible et qu'elle est cohérente. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais trouver deux vérités contradictoires qui sont vraies en même temps au même endroit. Malheureusement, comme ça arrive souvent dans l'histoire, la civilisation gréco-romaine a fini par entrer en décadence, par dégénérer et par s'effondrer, ce qui a mis un terme au progrès de la science, du moins jusqu'à l'apparition de l'Occident moderne au cours de la Renaissance italienne. Si les Occidentaux, contrairement aux musulmans par exemple, ont pu relancer la science, c'est essentiellement parce qu'ils ont mis au point une technique expérimentale extrêmement rigoureuse qui obligeait tous les chercheurs à dévoiler les techniques qu'ils avaient utilisées pour faire une découverte, ce qui permettait à n'importe qui de refaire la même expérience d'une façon complètement indépendante, c'est-à-dire sans interférence. La science moderne est devenue tellement efficace pour découvrir de la vérité qu'elle nous permet désormais de faire des choses presque incroyables. Par exemple, on connaît très précisément les masses du Soleil, de la Terre et de la Lune.
Évidemment, on ne les a pas pesés dans une balance et on ne les a pas non plus évalués à l'œil comme font certains magiciens avec le poids de personnes qui choisissent au hasard dans la foule. Non, on les a mesurés en se servant des lois de la physique. Et le résultat obtenu est absolument certain étant donné qu'il est parfaitement cohérent avec ce que toutes les autres sciences nous ont appris sur notre univers. Autre exemple, les physiciens modernes savent de façon certaine que les quarks existent. Et ça, c'est même s'ils n'ont jamais vu de protons, qui sont constitués de quarks, ou même d'atomes. Ça veut dire que grâce à la science, les physiciens peuvent travailler avec certitude à 3 niveaux sous le seuil de ce qu'ils peuvent toucher et voir. En servant de la méthode expérimentale, les physiciens sont même capables de faire des affirmations tout à fait étonnantes sur les domaines de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. 2 domaines où le bon sens normal ne fonctionne pas, étant donné qu'il a été développé pour fonctionner à l'échelle des êtres humains. Écoutez ça parce que c'est vraiment stupéfiant. On a aujourd'hui la preuve irréfutable qu'un électron peut être à 2 endroits différents en même temps. Et on sait également qu'à l'intérieur d'un atome, quand un électron change d'orbite, il change immédiatement d'une orbite à l'autre, sans jamais passer à travers l'espace entre les 2 orbites, un peu comme le fait une fusée quand elle change d'orbite autour de la Terre. L'électron saute sans transition, d'une orbite à l'autre. C'est stupéfiant, mais on sait que c'est vrai. Et ça, c'est même si jamais personne n'est parvenu à expliquer comment c'était possible. Si la science expérimentale a permis aux Occidentaux de comprendre et d'utiliser toujours de plus en plus efficacement les lois de l'univers, elle a par contre eu le malheureux effet secondaire de tellement les enrichir que depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils sont devenus décadents. C'est parce que les baby-boomers de l'après-guerre voulaient se payer tous les plaisirs possibles et imaginables sans ressentir de culpabilité qu'ils ont entrepris de se donner une idéologie qui justifiait tout leur gaspillage. Ils l'ont fait en inversant tout simplement les valeurs d'économie de leurs ancêtres, ce qui les a bien sûr amenés à déconstruire tout ce que ceux-ci avaient édifié au cours des siècles passés. Parce que l'abondance avait fait disparaître des émotions négatives qui sont générées par exemple par la faim ou la soif, et parce que le besoin d'accumuler de la richesse avait également disparu, les baby-boomers se sont désormais laissés guider non plus par la partie la plus noble de leur cerveau, qui produit l'intelligence, mais par la partie la moins noble, qui produit le plaisir et la jouissance. Il s'agissait bien sûr ici d'une régression. Il convient ici de faire 2 remarques importantes. La première, c'est que la décadence est tellement efficace pour détruire de la richesse et pour ramener la pauvreté qu'elle est rarement quelque chose de très spectaculaire. C'est ordinairement quelque chose de très relatif parce qu'il y a toujours eu des paresseux, des lâches et des drogués. Et il y a toujours eu des gens courageux et travailleurs qui élevaient plusieurs enfants et qui économisaient pour leur payer leurs études. C'est une affaire de proportion. Quand une société compte peu de décadents, elle se renforce et quand elle en compte beaucoup, elle s'affaiblit. On le voit bien dans l'Occident moderne, où tout est en train de s'effondrer, malgré le fait que la plupart des gens continuent à faire des enfants et à travailler 8 heures par jour. Même dans nos sociétés postmodernes, on rencontre finalement assez peu de gens avec la langue fourchée, ou avec des anneaux dans le nez. Vous savez, ces jeunes qui ont tellement de métal planté dans le visage qu'on dirait qu'ils ont eu un accident et qu'ils ont passé à travers une clôture de broche. La deuxième remarque qu'on vient de faire ici, c'est que la décadence en Occident était déjà commencée dans le domaine des arts au début du 20e siècle, étant donné que la peinture et la sculpture, par exemple, avaient déjà abandonné les règles et les structures qui avaient été développées au cours des siècles précédents. Si cette recherche de liberté totale s'est parfois révélée très créative, notamment dans le domaine de la peinture, il n'en demeure pas moins que ça a permis à beaucoup d'ignorants sans formation de créer toutes sortes de barbouillages que les snobs ont ensuite fait semblant d'apprécier.
C'est probablement à Hollywood que le processus de dégénérescence dont je parle est le plus avancé. Quand on regarde un film qui a été produit aux États-Unis, on peut assez facilement deviner dans quelle décennie il a été tourné, étant donné que plus on s'approche de notre époque et plus on voit se multiplier les scènes où les héros se droguent, baisent à gauche et à droite, ou volent et tuent sans jamais se faire prendre. C'est-à-dire qu'ils font toutes sortes de choses que nos ancêtres auraient considérées comme scandaleuses. Dans ce milieu de nouveaux riches, où toutes les perversions sont permises et même encouragées, la dégénérescence est devenue tellement profonde que beaucoup d'actrices et d'acteurs américains ont décidé d'adopter des enfants plutôt que d'en faire. C'est-à-dire qu'ils font exactement l'inverse de ce que la sélection naturelle fait depuis 4 milliards d'années, étant donné que ces gens qui décident de rester volontairement stériles sont ordinairement des gens qui sont jeunes, beaux, intelligents, en santé et riches. Normalement, ça devrait être les gens qui souffrent de maladies héréditaires qui devraient adopter des enfants, et non pas Sandra Bullock ou Charlize Theron. Tout ça pour dire que ça fait très longtemps que les très riches aux États-Unis se sont donné une idéologie qui justifiait leur gaspillage. La rectitude politique existait bien avant que les spécialistes des sciences sociales ne lui donnent un nom et ou qu'ils n'essaient d'en faire quelque chose de cohérent. À l'origine, et ça c'est important de le remarquer, les sciences sociales étaient de véritables sciences qui cherchaient honnêtement à étudier les faits. Plusieurs le sont d'ailleurs restés, par exemple la démographie, la linguistique ou l'archéologie, où on retrouve très rarement des controverses de nature politique. On peut dire la même chose de beaucoup de chercheurs qui travaillent dans les autres sciences humaines ou sociales et qui sont restés des gens honnêtes et rigoureux. Et c'est même vrai de beaucoup d'études qui ont été faites dans des sciences même très politisées comme la sociologie. Cependant, toute cette partie honnête des sciences sociales est un héritage de l'époque où ces experts essayaient vraiment d'utiliser la méthode scientifique pour comprendre comment fonctionnaient les sociétés humaines. Si par la suite elles ont pu être envahies et dénaturées par les défenseurs de la rectitude politique, c'est pour deux raisons essentielles. La première, c'est parce que des disciplines comme l'histoire et la sociologie étudient des domaines tellement complexes qu'il est très difficile d'y découvrir des lois générales. Dans ces domaines-là, on peut tout mêler, on peut facilement créer des théories en analysant uniquement les données qui font notre affaire. La deuxième raison, c'est parce que des disciplines qui traitent de l'humain rendent très difficile le respect de ce que les philosophes appellent la scission sujet-objet. Il s'agit de la séparation que tout chercheur honnête doit maintenir entre ses opinions personnelles et ce qu'il étudie. Ces deux défauts de base des sciences humaines et sociales ont beaucoup facilité leur détournement par des idéologues qui avaient intérêt à inverser les valeurs pour défendre leurs intérêts, tout en faisant semblant d'être des scientifiques honnêtes. Avec le temps, ces disciplines-là ont donc subi un lent glissement vers la malhonnêteté intellectuelle et elles sont devenues des armes de combat de nature politique. C'est pour ça que, par exemple, on trouve des écoles féministes en sociologie. Des écoles féministes. Mais de quoi je me mêle? Quand on se donne ce que ces gens-là appellent une grille d'analyse féministe, on détermine à l'avance qu'elles doivent obligatoirement être les conclusions d'une étude avant même qu'elles aient commencé, ce qui est exactement l'inverse de ce que doit faire un scientifique honnête. Dans les vraies sciences, les chercheurs abordent la réalité du monde sans parti pris et sans préjugés, et ils progressent vers la vérité en éliminant graduellement le faux. Que penseriez-vous du sérieux des études en physique nucléaire s'il y avait une école pacifiste qui faisait pression sur les scientifiques pour qu'ils arrêtent de parler de masse critique et de réaction en chaîne, de peur que cela pourrait amener la création de bombes atomiques? Comme beaucoup des experts des sciences humaines et sociales croient que c'est leur rôle de remplacer les curés et de prêcher une morale inversée, ils s'arrangent pour augmenter la puissance de leur Église en obligeant les jeunes étudiants qu'on leur confie à se commettre publiquement en faveur de la rectitude politique. Et pour dompter les fortes têtes, ils n'ont qu'à leur donner des mauvaises notes, qu'à les ostraciser
ou à empêcher leur avancement professionnel. Toutes des techniques très honnêtes, n'est-ce pas? Pour faire progresser les causes qui leur tiennent à cœur, ces gens-là n'hésitent pas d'utiliser tous les trucs qu'a énuméré Schopenhauer dans son livre « L'art d'avoir toujours raison ». Pour eux, la probité intellectuelle, c'est de défendre le mieux possible les intérêts de tel ou tel groupe, et non pas de dire la vérité et de s'y tenir, même quand ça nuit à leurs intérêts particuliers. Il est très facile de donner des exemples de ce genre de malhonnêteté intellectuelle. Prenons par exemple le cas des féministes de la sociologie dont on parlait tantôt. Elles publient régulièrement des études et des rapports qui laissent entendre que c'est le machisme des hommes qui empêche les femmes d'obtenir la moitié des emplois disponibles dans les sociétés modernes. S'il y a un peu de vérité dans cette affirmation, et s'il est tout à fait correct de dire que les hommes et les femmes devraient être traités également devant la loi, il est par contre évident que les femmes souffrent de plusieurs handicaps naturels qui leur nuisent lorsqu'il est temps, par exemple, d'obtenir des promotions et dont les hommes ne sont absolument pas responsables. Comment est-ce que ça a pu échapper aux féministes de la sociologie que si les femmes ne compétitionnaient pas contre les hommes aux Olympiques ou dans les sports professionnels, c'est parce qu'elles avaient des performances athlétiques inférieures à celles des hommes? J'insiste ici, pas différentes, inférieures. Et si elles étaient intellectuellement honnêtes, elles admettraient aussi que contrairement aux hommes, les jeunes femmes sont incommodées à chaque mois par leurs règles et qu'elles doivent en plus porter la totalité des enfants de l'espèce. Et comment est-ce qu'elles peuvent ignorer que quand il y a un divorce, la plupart des femmes se battent pour obtenir la garde de leurs enfants, ce qui les oblige par la suite à passer beaucoup de temps pour les éduquer? Si les féministes de sociologie étaient intellectuellement honnêtes, elles admettraient que les deux sexes ont des droits égaux, mais qu'ils sont différents dans les faits, ce qu'elles ne font jamais. Remarquez que le même critère d'honnêteté intellectuelle vaut également pour les hommes de la profession, qui devraient admettre de bon cœur que les garçons réussissent moins bien que les filles dans les études, que leur sexe est le sexe violent, prédateur et guerrier, que c'est celui qui commet la vaste majorité des crimes du monde et qui remplit plus de 90% des prisons. Aussi que ce sont massivement les hommes qui violent et qui utilisent la pornographie et les prostituées des deux sexes. Mais qu'est-ce que je fais là? Moi, je ne devrais jamais admettre ces vérités-là, ça pourrait nuire à mes intérêts d'homme. Historiquement, c'est au cours des années 60, c'est-à-dire quand la décadence a commencé en grand en Occident, que les sciences sociales se sont lancées à l'assaut des universités pour essayer d'y imposer les valeurs de leur rectitude politique. Eh bien, elles ont rencontré un mur du côté des sciences pures où tout le monde se rendait compte qu'au point de vue scientifique, elles disaient n'importe quoi. Imaginez, les profs des sciences humaines et sociales allaient jusqu'à déclarer, et ils l'affirment encore, que la vérité n'existe pas et que tout est affaire d'opinion, de point de vue ou d'intérêt. Eh bien, je suis désolé, mais la vérité existe vraiment. Par exemple, les mathématiciens ont la preuve absolue, et ça c'est depuis Euclide il y a 2000 ans, qu'il y a une quantité infinie de nombres premiers. Les astrophysiciens, eux, savent que la Terre est vraiment ronde, qu'elle tourne vraiment sur elle-même et autour du Soleil. Quant aux médecins, ils savent que c'est la vraie vérité vraie, que c'est le cœur qui pompe le sang, et non pas le cerveau, le foie ou le gros orteil. Et que ce sera encore vrai, même si celui qui a découvert ça, c'est-à-dire William Harvey, avait été un vieux cochon d'homme blanc occidental et impérialiste qui battait sa femme et qui voulait tuer tous les handicapés. Dans ces domaines-là, comme dans une foule d'autres, les sciences pures ont prouvé de façon absolument rigoureuse qu'il y a des vérités qui sont absolues, permanentes et universelles. D'autres exemples. Nous savons désormais de science certaine que toute la matière visible de l'univers est composée non pas de millions de milliards d'éléments différents, comme on aurait pu s'y attendre dans un monde désordonné, mais de moins d'une centaine. On sait également que tous les grains de neige de l'univers ont une forme hexagonale, ou que l'angle entre les deux atomes d'hydrogène dans une molécule d'eau est partout le même. Quand on dit ce genre de choses devant les gens des sciences sociales, on fait face à un silence total. Ils laissent passer l'orage et ils se préparent à contre-attaquer dans une autre direction, ce qui est un autre truc de la malhonnêteté intellectuelle. Vous remarquerez que dans les sciences pures, il n'y a pas d'hérésie, puis il n'y a pas de chasse aux sorcières. Ça n'existe pas de la chimie nazie ou des mathématiques musulmanes.
Si on y trouve parfois des chercheurs qui se détestent et qui cherchent à se nuire, tout le monde admet que le but final de leur travail, c'est de découvrir comment le monde fonctionne vraiment. Pour vous montrer que le désordre intellectuel des sciences sociales a atteint ses plus hautes sphères, je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue en Corée au cours des années 2000. J'étais descendu dans un hôtel de Séoul où j'ai rencontré une professeure d'université allemande qui avait un doctorat en anthropologie culturelle et qui faisait le tour de l'Asie pour donner des conférences. Alors, comme le personnage m'intéressait, j'ai commencé à parler de son métier et je lui ai très rapidement fait dire que la vérité n'existait pas et que, par exemple, 2 plus 2 égale 4 était une espèce de préjugé d'occidentaux. Autrement dit, que ce n'était pas vraiment vrai. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit « Ah, ça veut donc dire que 2 plus 2 pourrait être égal à 1000 si je voulais. » Alors, je vais me rendre riche très rapidement. J'ai seulement qu'à sortir 4 $ de mes poches. Je mets 2 $ sur la table. J'ajoute 2 $, ça fait 1000 $. Ma femme prend 996 $ et je recommence le plus souvent possible jusqu'à ce qu'on soit devenu tellement riche qu'on va pouvoir passer le reste de nos jours sans travailler. Et là, la professeure a dit quelque chose comme « Ah ben là, je l'ai regardé. Ah, je comprends. Je m'excuse, je vous empêche de dire n'importe quoi, je vous empêche de mentir. Alors, je ne vous embêterai pas plus longtemps avec ça. Continuez de faire des conférences où vous dites aux gens que la réalité n'existe pas. » Le plus triste dans tout ça, c'est que les défenseurs de la rectitude politique se présentent comme l'avenir de l'humanité, alors qu'ils savent très bien que les valeurs qu'ils défendent vont très rapidement mettre fin à leur monde, ne serait-ce que par dénatalité et par appauvrissement de leur société. C'est d'autant plus vrai que l'immense crise d'origine environnementale qui a déjà commencé va très rapidement tous nous appauvrir et qu'elle va vite faire disparaître la décadence occidentale et l'inversion des valeurs qui va avec. C'est d'ailleurs ce que j'ai l'intention de continuer à vous démontrer dans les prochaines vidéos de cette série. Avant que j'oublie, ceux qui s'étaient montrés intéressés à se procurer la version papier de mon livre peuvent désormais se la procurer avec la version numérique sur le site www.amazon.ca. Je vous remercie d'avance, comme d'habitude, de diffuser cette vidéo autour de vous. À la prochaine!